Donc, dans la suite, et toujours pas d'idée exacte sur la date. Je sais qu'il est peut-être 5, mais je pense que c'est le 5 décembre. En tout cas, les mots qui passent. Donc là, je direct d'un quelque chose qui a été écrit comme ça, j'ai vu Akhir al-Kalam, les derniers mots, les mots qui passent. Donc, les mots qui nous habitent et les mots que nous proclamons, dont nous nous revendiquons, les mots qui nous représentent pendant un certain temps, qui nous définissent, nous particularisent, nous singularisent, les mots dont qu'on se réserve, qu'on s'approprie, peut-être les mots derrière lesquels on se cache, on s'abrite, et les mots qui nous défendent, les mots qui nous protègent, les mots qui nous rassurent, les mots qui qui nous permettent de continuer, d'éprouver de l'intérêt, de trouver notre place dans le monde. Les mots qui, d'une façon ou d'une autre, nous aident à habiter le monde, à créer une forme de continuité, de prolongation, voire d'éternité, fût-elle provisoire, limitée, conditionnée, à l'éternité conditionnée, voilà. Après, ce ne sont que des mots et rien d'autre. Personne ne peut avoir justement l'exclusivité d'un mot, où personne ne peut s'approprier un mot finalement pour lui tout seul, et voilà, et dire, il le déposer à l'Institut de la propriété intellectuelle et dire que ce mot-là lui appartient, et voilà, certaines choses qui vous appartiennent, mais sous condition, qui vous appartient de façon provisoire, ça vous appartient jusqu'au jour où, d'une façon ou d'une autre, cette propriété, vous allez être obligé d'y renoncer. Peut-être, voilà. Alors les mots qui passent, les mots qui passent par notre langue, par notre esprit, qui passent, quelquefois restent un peu, quelquefois ne font que transiter. Les mots qui passent, qui nous passent devant les yeux, comme certains visages de l'époque, du temps où nous croyons dans les visages, où un visage pouvait prendre pour nous un peu, devenir un visage à nul autre pareil. Nous avons élu ce visage et nous allons, nous l'élisons et en même temps nous l'adorons. Ben, c'est nous, donc c'est un peu contradictoire. Oui, ce visage m'est apparu comme ça, comme mais je me suis mis à ne regarder le monde que à n'avoir comme référence comme que ce visage, comme à un moment donné, j'ai cru que je pouvais naviguer dans le monde à partir de quelques mots, en m'appuyant sur quelques mots. Mais je ne sais même pas, je le dis parce que c'est dans le fil du propos, mais je n'ai jamais eu de mots à moi, réellement. Mes mots n'ont jamais vraiment vu le jour.
Oui, il y a eu un mot comme l'ambition, avoir pour ambition, mais je l'ai tellement peu articulé que oui, on peut dire que je suis quelque part, je suis allé ailleurs pour, je courais derrière une odeur, un parfum de corps. Oui, pour y dire que il y a comme quelqu'un qui court derrière une sorte de sensation. Cette sensation, cette la chose derrière laquelle on a couru, ça a pris un peu l'aspect, les traits, des traits particuliers. Et on a commencé finalement à prendre un peu ça pour une réalité. Ce n'était que des, j'allais dire, non pas des ersatz, mais comme des effluves. Et l'effluve, ce n'est pas la chose en elle-même, c'est un pourrait dire, c'est un sous-produit. C'est presque une sorte derrière l'effluve plutôt que de courir derrière quelque chose de plus concret à courir derrière comme en suivant un nuage, voilà, un nuage un peu volatile, un peu vagabond, voilà, donc c'est vrai. Euh, c'est marrant parce que hier, donc, il y a la lune, et la lune, elle pénètre, quelquefois, elle vient, même quand vous n'avez pas d'ouverture sur l'extérieur, quand vous gardez vos volets fermés, là, à un moment, vous allez voir la lumière parce que, de la lune parce que euh, il n'est pas possible de l'occulter totalement. Et la lune, par définition, elle n'est pas nationaliste, elle. D'ailleurs, on peut la nommer comme on veut, ça reste quelque chose d'inaccessible, ça reste quelque chose. Et puis, Kamar pouvait la masculiniser, la féminiser, ça reste... elle ne peut pas être un élément féminin ni un élément masculin, ça ne correspond à rien. La lune ou le Kamar, c'est pas ça qui définit ce qu'on appelle une planète. N'a pas de genre, la planète. Après, voilà, vous voyez la Lune et vous la voyez et vous avez rapport avec elle de la même façon que vous soyez dans un continent ou dans un autre. C'est la Lune. Vous dites pas c'est une Lune française ou c'est une Lune africaine. Non, c'est la Lune, tout simplement. Et personne, justement, jusqu'à preuve du contraire, ne peut dire la Lune, elle ne peut apposer son empreinte sur la Lune et, je sais pas, moi, la colorer, je sais pas, comme à ses couleurs à lui, la peindre ou la repeindre à ses couleurs à lui, elle aurait les 50 étoiles, plus une étoile, on va rajouter la Lune, ça ferait la 50e étoile sur le drapeau de ces maudits Yankees, et on aurait quoi? On pourrait pas dire, allez, bleu, blanc, rouge, ces couleurs qu'on essaie de nous faire prendre pour quelque chose de plus qu'un simple morceau de tissu, ça pourrait être un torchon, c'est pas plus. L'amour du drapeau, bah, l'amour du tissu, l'amour de la teinture. Hein. Moi, je suis pas rouge, je suis pas bleu, je suis pas marron, je suis pas un tissu. Et je pourrais avoir autant de rapport à ce tissu-là et me réclamer de cette couleur-là que d'une autre couleur. Pourquoi j'aurais de l'intérêt pour le vert, le rouge, le bleu, le blanc? Vert, rouge, blanc, blanc ou vert. C'est quoi cette histoire?
ni arc-en-ciel, ni bicolore, ni monocolore, ni rien. Pas de drapeau. La Lune n'a pas de drapeau. La Lune n'a pas de nationalité. La Lune s'en fout des frontières. Et puis elle s'en fout de votre situation à vous. La Lune, elle est là pour tout le monde. Que vous soyez dans la difficulté ou vraiment très dans la difficulté ou un peu dans la difficulté parce que les temps sont un peu difficiles pour tout le monde et tout le monde est un peu mal dans sa peau parce que forcé. Et oui, il s'agit d'une situation un peu transversale, voilà. Même si vous êtes dans une résidence très agréable, vous êtes quand même maintenu à demeure et vous devez suivre les règlements de la situation, j'allais dire, d'exception sanitaire. Et donc, vous êtes soumis à un état d'exception. Eh ouais, l'état d'exception, c'est le même pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas ceci, il y a des passe-droits pour les politiques, mais il n'y a pas de passe-droit pour les politiques, on va dire, voilà, parce que ils s'occupent, parce que ils sont à part. Après, donc, donc les mots qui passent, voilà, cette webcam qui commence à déconner, les mots qui passent par moi, qui passent par ma voix, qui passent par ma bouche, qu'à un moment donné, je vais mettre en mouvement, que je vais vocaliser, que je vais finalement entonner, mais il est possible que en même temps, ces mots-là soient entonnés par d'autres, dans d'autres contextes, pour appuyer toute une autre narration, une autre démonstration, voilà. Les mots sont assez souples pour se permettre à une multiplicité d'usages. Voilà. Bah, pour les mêmes mots, je peux dire, je suis extraordinairement en mauvaise posture. Je suis en mauvaise posture. Je peux dire, oui, je suis extraordinairement bien. Voilà, on peut utiliser presque les mêmes mots, mais pour exprimer des réalités différentes. Après, les mots qui passent, moi j'avais toujours envie qui passent, qui trépassent, qui se cassent la gueule, qui se prennent les pieds dans quelque chose, qui ne peuvent plus avancer, les mots un peu en peine, en souffrance, voilà, aide-moi, donne-moi ta main, aide-moi, oui, aide-moi, aide-moi, il faut vraiment être, on peut l'avoir en bouche, mais on va pas l'expectorer. Aide-moi. En quelque sorte, aide-moi, mais en temps, aide-moi sous condition. Ne retire aucun avantage. Aide-moi, aide-moi. Donc les mots qui passent. Les mots qui passent et qui, quelquefois, ne passent pas. Ne passent pas quand quelqu'un sépare les mots, il y a les gestes qui accompagnent les mots, les mots qui accompagnent les gestes, peu importe, c'est aussi dans une sorte de j'allais dire, ambiance formée par les mots, ambiance un peu décrite par les mots. C'est quand quelqu'un vous arrête de vous parler, ces mots vous manquent. Il a rompu la communication. Il n'est plus là. Et cet arrêt, il est continuel. Il vous a raccroché à la figure
et vous êtes dans cette situation de quelqu'un qui s'est retrouvé abandonné. Vous êtes toujours un abandonné. Bien sûr, il y a toujours cette histoire, cette maudite psychanalyse qui vient toujours fourrer sa trompe, fourrer je sais pas quoi, à chaque fois qu'on... Ce n'est pas perpétuel, c'est par moment. Et donc, le problème, c'est que comme il faudrait qu'il y ait un mouvement de contre... quand on parle de pouvoir, on parle de la nécessité absolue d'avoir des contre-pouvoirs, il faudrait avoir des contre quelque chose, contre le mieux pour faire face à la mémoire dans sa production, de ce type de production, ou de rémanence, il faudrait lui mettre face à elle-même, lui mettre quelque chose. Pour c'est-à-dire force contre force. Et quelque part, on pourrait dire que l'effet pourrait s'annuler. Je sais pas, ou alors, je sais pas comment ça se passe dans la physique, mais quand on oppose, par exemple, deux forces de la même intensité, qu'est-ce qui se passe? Donc, et c'est pas évident, parce que le souvenir, lui, il peut être assez intense, assez dense, assez fort, et il est là, et il a acquis pour l'éternité une sorte de, j'allais dire, de pouvoir que vous pouvez pas lui enlever. Comment enlever ce pouvoir? Vous pouvez à un moment renier Dieu, dire Dieu n'existe pas. De toute façon, c'est pareil, Dieu existe, on n'existe pas, c'est la même chose. Parce que c'est pas parce que vous allez nier une chose que vous allez obligatoirement réellement prouver qu'elle n'est pas. L'éventualité ne disparaît pas comme ça par magie, par la simple opération de la négation. Mais un souvenir, vous pouvez pas jouer avec. Vous pouvez jouer avec l'idée de l'existence ou pas de Dieu. Vous pouvez jouer selon les contextes, selon peut-être son côté émoustillon. Quelque part, vous pouvez aussi vous occuper un moment la tête. C'est une question qui reste sans réponse définitive, bien entendu. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on peut apporter une réponse définitive? Non. Ou alors la question, elle n'était pas une vraie question. C'était un truc comme ça, quoi. Quelque chose qu'on a élaboré un peu. Ça tient pas bien, évidemment. Première contestation, premier coup de vent, ça s'effondre. Donc la question, les vraies questions, ou alors les fausses questions, parce que de toute façon, cette histoire, il n'y a pas de vraies questions, il n'y a que des supposées. Vraies questions essentielles, questions fondamentales. Après, donc, on peut jouer, on peut aller loin comme ça. Et à une époque, je pouvais jouer avec des gens qui étaient vraiment très motivés. Aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à jouer à Dieu existe, n'a pas existe, il est là, il est pas là, cherchez-le. On va jouer celui qui joue, trouver la pièce, trouver un verre ou trois trucs, et puis trouver où est caché l'objet. Oui, on peut jouer à ce jeu. Comme, évidemment, Dieu, il est là. Il est dans sa création, Dieu, il est là, il est dans cet aspect des choses, Dieu. Ah, il y a trop de Dieu à un moment donné, et il y a un autre moment, évidemment, pour contrebalancer cette trop forte présence. Il n'y a pas assez de Dieu, d'un côté, de toute façon. Parce que ça peut être quelquefois intéressant, les craignants Dieu. Pour dire, voilà, les gens qui craignent Dieu réellement ne feront pas le mal. Nous finalement, aurons beaucoup de réticence à faire le mal, à se faire souffrir les autres. Alors, les craignants Dieu sont des gens peut-être très bien. Avec les craignants Dieu, je suis prêt à devenir croyant, il n'y a aucun problème. Mais réellement craignant Dieu, donc, voilà, faisons attention. On
on est en examen, on est toujours soumis, voilà, et craignons Dieu. Soyons humbles, tous les sens du terme, et non pas pseudo-humble selon les circonstances. L'opportunisme de l'humilité opportuniste. Après, donc, cette histoire de jouer, comment on peut appeler ça? Donc, qu'est-ce que je disais qui était plus compliqué que de jouer avec, que de se soumettre à la question. Bon, j'ai oublié. À la question. Voilà comment on peut détruire un souvenir, comment on peut nier un souvenir. On peut le nier et on peut pas l'occulter. On peut faire donc voilà. Mais la psychanalyse, elle a eu comme ça pour vocation, pour travail de simple quelque part, néfaste, de vous dire allez jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, ne soyez pas finalement assumez le fait que cela vous ait fait mal. Mais je sais pas, dans les pratiques antérieures à la psychanalyse, on pourrait dire tiens, quelqu'un qui m'a fait du mal, ben, symboliquement je vais lui faire du mal. Si je peux pas lui faire du mal de la même façon, lui rendre son méfait par un autre méfait, ben je vais lui faire du mal. Je vais prendre quelque chose à son effigie ou je vais prendre quelque chose qui lui appartient, un élément corporel. D'ailleurs, on prend les cheveux et qui finalement, et les cheveux, on sait ce que fait la police scientifique avec les cheveux. Donc c'est vraiment un indicateur très important. Et alors, ça enferme plein de choses sur l'individu. On prend des cheveux et symboliquement, ce n'est pas la réalité. On prend sa revanche, on pique, on brûle, on exerce du pouvoir sur l'ennemi ou sur l'être qui vous a maltraité. Et la psychanalyse, elle vous permet pas ça, elle vous dit pas, tiens, voilà un espace comme cette chose qui était au Japon, après manger, les gens pouvaient, évidemment j'ai vu ça dans un film en Grèce, je sais pas s'il y avait un rapport, mais en tout cas, les gens cassaient la vaisselle. Et puis, il y avait cette histoire des Russes qui cassaient ce mythe, ou je sais pas quoi, qui cassaient les verres après avoir comment on dit, j'ai oublié le terme. Et donc, au Japon, quelqu'un peut rentrer et commencer à casser de la vaisselle. Le problème de la vaisselle, ce n'est pas la vaisselle qu'on casse comme ça, presque de façon, j'allais dire, un peu réfléchie, presque, on va quelque part. C'est la vaisselle qu'on casse à un moment presque des réflexions, un peu pour exprimer une chose, aller dans un espace. Donc la psychanalyse, elle vous permet pas, même pas ça, mais pas de dire, vous êtes dans un espace où vous avez le droit de prendre votre revanche. Ça y est, allez commencer. Je vous offre pas de substitut. J'ai pas de poupée, j'ai pas d'aiguille, j'ai pas de ceci, j'ai pas cela. Mais par contre, vous pouvez vous mettre à maudire, à envoyer des mauvaises ondes, à prier pour finalement pour le périssement de cette personne, pour finalement, oui, je veux que cette personne meure, mais meure en souffrant, meure lentement. On pourrait dire, tiens, a voulu souhaiter beaucoup de choses, c'est une disproportionnalité entre le tort causé et finalement votre légitime revanche. Essayez un petit peu de comment dire, alors quoi, on espère qu'il lui arrivera la même chose. Peut-être que lui, il est en capacité d'occulter ça. Et alors que moi, non. Voilà, donc le problème du vide, quand on a un vide au fond de soi, quand on n'est plus dans l'échange, dans l'interaction, ce qui vous reste, c'est ce que vous avez un peu recueilli malgré vous.
Voilà, comme encore je reviens sur cette histoire de gens qui mettent comme dans ce mythe grec, j'ai oublié le nom, encore une fois, de la toison dorée. Donc, quelque part, il y a encore des gens qui mettent une toison aux vignes et qui finalement, qui essaient de la faire charger en pépites, en particules d'or. Donc, voilà une chose. Donc, vous avez la capacité, comme la toison, de ramasser comme ça des particules de vie et finalement ça force, vous devenez lourd de tout ce que vous avez accumulé. Alors, un mot qui passe, et les choses, toutes ces choses qui passent devant vous, mais qui passent et quelquefois comme dans un film un peu la pellicule qui se remet d'elle-même toute seule à revenir un peu presque sur la même scène. Voilà, on peut dire que comme c'est un peu problématique. Voilà, vous n'êtes pas en capacité de revivre la totalité, c'est que vous revivez des moments et c'est plus ou moins c'est pas vrai, mais c'est pour rester dans la continuité du propos, c'est à peu près la même chose, les mêmes choses qui reviennent. Ce n'est pas vrai. Et certaines choses reviennent comme ça, de façon. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ce micro-traumatisme du raccrochage à la figure. Mais donc les mots qui passent, là je suis déjà fatigué, donc j'ai plus le même élan du départ, mais je voulais juste, donc quelque part, on est un peu, si quand on est dans le domaine des mots, on a une sorte non pas de jalousie, mais on veut occuper le terrain. Alors, quand on voit quelqu'un qui écrit les derniers mots, akhir al-kalam, c'est pas exactement les derniers mots, akhir al-kalam, c'est quand se termine le dire. Quand la parole arrive finalement à son ultime moment. C'est vrai, on peut revenir là. Akhir al-kalam, c'est pour être les ultimes mots, et non pas les derniers mots. Les ultimes mots. Et là, c'est extraordinaire en quoi à quel point c'est porteur. Les ultimes mots. Alors, les ultimes mots, simplement, sans problème, ça peut évidemment s'inverser, et les ultimes peuvent devenir les premiers. Les derniers seront les premiers de toutes les façons. Donc, quand on parle de parole divine, la parole divine, et souvent ça a été l'objet de controverses, la parole divine, elle existe dans une réalité, dans une réalité qui ne, comment dire, obligatoirement, c'est plus intéressant d'imaginer que la parole divine, imaginez qu'elle est préexistée, finalement, aux conditions qui vont être les conditions de sa diffusion. Mais elle a préexisté. En tout cas, c'est compliqué de le dire au vu du contenu du texte auquel je pense, parce que c'est un texte très protéiforme, et la parole divine ne peut pas être aussi protéiforme, aussi diverse, aussi presque. Il y a une sorte et la parole divine ne peut pas être une parole répétitive, ne peut pas être une parole. C'est un peu compliqué de dire. Bien sûr, c'est une parole divine qui est passée par l'intermédiaire de quelqu'un qui est passé par deux intermédiaires. D'abord par Gabriel, et puis elle est passée par le messager. Donc, il y a, bien sûr, dans cette transmission, il y a transformation. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu stricto sensu, c'est la parole de Dieu telle que rapportée par l'ange Gabriel, telle que rapportée par Mohammed,
etc. est-elle peut-être que rapportée par ceux qui l'ont recueilli et qui l'ont évidemment. Donc c'est triple chaîne de transmission, ou plus peut-être. En tout cas, en quoi le début c'est aussi la fin, parce que évidemment Dieu ne peut pas commencer une chose sans évidemment sans la commencer et en même temps la terminer. C'est dans le même geste, mais le geste divin, ce n'est pas un geste comme pourrait être le nôtre. Quelqu'un qui commence un tableau, il le commence d'abord par, il le travaille, il le fait schématiquement, etc. C'est qu'après qu'il commence à, finalement, il transpose, peut-être qu'il fait des croquis, après il passe à la phase 2 où il commence un peu, peut-être il commence par les personnages essentiels, après il fait l'arrière-fond, après il fait des reprises, des repentirs, etc. Il corrige, et ça prend du temps. Tandis que on imagine que l'action divine elle est instantanée, elle est le début et la fin en même temps. Donc les ultimes mots, évidemment, ultimement des humains et des locuteurs humains. Et donc ça fait, évidemment, là je reviens sur la nécessité que la parole divine, parce que la parole divine, évidemment, il faut un intermédiaire puisque c'est une parole qui doit être traduite dans une langue et qui doit être peut-être atténuée, parce que évidemment on imagine la force et la puissance de la parole divine si elle devait arriver directement dans l'oreille d'un être humain, l'être humain n'y résisterait pas, il serait totalement oblitéré, il serait, comme on dit dans la littérature d'anticipation, volatilisé, je sais pas, il y a un terme pour dire que finalement par un effet de rayonnement, la personne cesse de se réduire à quelques atomes. Voilà, c'est ça. Donc finalement la chose, alors les mots ultimes, c'est souvent c'est ça, on peut pas y échapper à un désir d'arrangement. Et voilà, c'est comme si on avait à faire un collier et on a à sa disposition plusieurs sortes d'éléments et on va devoir trancher. Donc on va choisir les éléments peut-être les plus précieux, les plus parlants, les plus etc. Et on va essayer d'harmoniser tout cela pour composer le seul et unique collier. Donc voilà, on va essayer d'esthétiser. C'est ça le problème. Donc les ultimes mots, mais à l'adresse et à l'oreille de qui? C'est toujours le problème. Si moi je dois prononcer mes ultimes mots et que finalement je vais pas savoir ce qui va en advenir, ce que ça va avoir comme effet, les ultimes mots. Ben, c'est les ultimes, ça correspond à l'ultime illusion. L'expression de l'illusion qui arrive à son terme, l'illusion. Ça ne veut pas dire tout le problème. Si on est adepte d'une forme de rapport à la réalité qui est géographiquement située dans une région particulière de la Terre, on va utiliser le terme de l'illusion et finalement croire en la réalité de ce terme. L'illusion, croire que l'illusion est réelle. Comment l'illusion peut être réelle? Comment peut-on percevoir ou se rendre compte que un élément est illusoire? C'est ça. Normalement, l'illusion est la chose dont on ne peut pas se rendre compte qu'elle est une illusion. Il y a une antinomie dans le concept lui-même, dans le côté opérant du concept. Après, c'est pas, on peut s'en satisfaire pour
pour parler de quelque chose en particulier, parce que c'est un terme très, comment dire, très, qui se prête à l'emploi, qui est souple, suffisamment souple pour qu'on l'utilise dans plein de contextes d'expression. Mais voilà, donc, l'illusion, parce que l'illusion, elle provient du fait non pas de l'entropie, mais de l'effacement en cours. L'effacement, le processus d'effacement. Je suis en permanence en train de m'effacer. Mais qu'est-ce qui s'efface et qu'est-ce qui ne s'efface pas? Qu'est-ce qui finalement garde son intégrité, ou alors qu'est-ce que je perds de cette intégrité? Est-ce que ce que je perds est quelque chose qui n'est pas estimable, qui n'est pas mesurable, ou est-ce que c'est autre chose? Donc je perds de ma matière, je perds, évidemment, quand on voit cette barbe comme ça, on peut dire j'ai perdu une forme une substance que j'avais qui faisait que ma barbe était plutôt d'une autre, finalement était différente, absorber la lumière d'une autre façon. Donc j'ai perdu quelque chose, un constituant. Mais je l'ai perdu parce que un contexte biologique, un contexte émotionnel, un contexte ceci, cela fait que voilà, que ça se passe ainsi. Voilà, donc c'est cette réalité que l'on perçoit de l'effacement, mais que l'on perçoit presque atténuée. On n'a pas la conscience que quelque chose est réellement de l'ordre de l'effacement est réellement en train de se passer. En tout cas, ça se passe dans une sorte de ralentissement de manière à ce que ça devient presque imperceptible. Et donc, l'illusion, on pourrait dire l'illusion d'une forme de permanence. Mais comme dans cette histoire, quand on parle du permanent et on dit le permanent et l'impermanent sont la même chose, il y a du permanent dans l'impermanent, et puis il y a plusieurs formes de permanence et de formes d'impermanence, et on peut comme ça continuer un certain temps dans cette histoire-là, mais on peut dire toujours la question, quand on dit à quelqu'un vous dit, vous cherchez quelqu'un qui vous ressemble, il y a là comme la commission d'un crime, non pas de l'aise, je sais pas quoi. On commet une sorte de crime vis-à-vis de vous quand on pense que vous êtes, finalement, vous êtes captivé que par vous-même et que ce que vous recherchez, c'est un autre, comme vous. Mais non. On peut dire, comme quand on dit la fatigue de soi, on peut être finalement pas totalement, pas convaincu par soi-même déjà. On peut dire, mais on peut être aux mauvaises compagnies avec soi-même. Alors comment veut-on finalement répliquer la même chose, cette double, ce malaise, le doubler ou dédoubler, je sais pas, ce type de sensation, hein, aucun intérêt. Et comme dans cette histoire de la réplique, la copie, le clone, c'est pas soi, c'est soi sans être soi. Soit c'est ce qu'on a recueilli, comme je disais tout à l'heure, et donc le clone, il va recueillir autre chose. Et ça ne sera pas moi. Et ça sera jamais moi. Est-ce que je pourrais dire, c'est quand même, ça sera quand même moi parce que, etc. Et à ceci, et à cela. Génétiquement, est-ce que je peux me satisfaire? Est-ce qu'on se satisfait de la génétique? Voilà, dans ces conditions-là. Alors voilà donc la question de ce sentiment. Mais quand vous êtes dans la réalité actuelle, vous n'avez, c'est ça le problème, votre vie
est finalement quelque chose qui vous devez la considérer comme précieuse, et vos journées comme extraordinairement importantes, et pourtant, vous êtes dans un contexte social qui vous dit tout le contraire. Vous ne valez rien, vivant ou mort. Vous pouvez valoir plus mort que vivant si on devait utiliser la matière humaine, enfin le corps humain pour ensemencer la terre ou des choses comme ça. On pourrait dire vous avez plus de valeur mort que vivant. Voilà une négation de l'être qui est en cours, qui est continue depuis toujours. La négation de l'autre qui est une négation, j'allais dire, ontologique, une négation qui est de l'ordre de l'identité. Ça colle à l'autre. Il a besoin finalement d'avoir ce rapport à vous, et vous êtes rien. Comme dans d'autres contextes culturels, il y a le besoin de continuer de maltraiter les gens, de les garder en servitude, alors que la servitude a été abolie, mais elle n'a pas été dans le langage, elle n'a pas été dans l'imaginaire, elle n'a pas été dans les représentations, voilà, elle n'a pas été quelque part dans les faits d'exclusion, dans les phénomènes d'exclusion, dans les phénomènes de ségrégation multiple, voilà. Donc on se marie pas avec un homme noir se marie avec une femme noire, et c'est toujours évidemment un arabe, c'est par définition un être inférieur. Il ne doit jamais quitter cette catégorie-là, et quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse faire, quoi qu'il puisse dire ou ne pas dire, il est inférieur. Il est inférieur par essence. En quoi c'est toujours la question. Alors les ultimes mots, donc la réalité. Alors, je sais pas comment dire. Il y a, alors j'arrive à la fin parce que je suis fatigué, ça y est. Et donc les ultimes mots, il y en a pas d'une certaine façon. Il vaut mieux dire qu'il y en a pas, parce qu'autrement on pourrait se sentir mal. On pourrait dire tiens, je n'ai pas recueilli les ultimes mots de ma défunte mère. Et une chose comme ça, en faisant référence à la mère, comment on peut finalement passer, continuer de vivre, et c'est toujours les problèmes. Le problème du droit à la vie. Le droit à la vie après la mort de l'être qui vous a donné la vie, que vous n'avez pas su protéger, vous n'avez pas su entretenir. Donc il y a les ultimes mots, ça peut être quelquefois une demande de pardon non nominative, une demande de pardon pour ce qu'on a fait et pour ce qu'on n'a pas fait, parce que on ne sait pas. Quelquefois, on peut avoir un peu ignoré quelque chose, ne pas avoir suivi un chemin, et dans ce cheminement, au cours de ce cheminement, on aurait pu être utile. Simplement, je dis, l'être humain, il n'est pas déterminé que par son inscription sociale. Il est déterminé aussi par l'aléatoire. Et l'aléatoire, il peut prendre toutes les formes. L'aléatoire.
Donc, si je dois finalement adorer et craindre quelque chose, c'est l'aléatoire. Je veux, Dieu l'aléatoire, que vous soyez un petit peu favorable, que vous m'arrangiez de temps en temps. Aléatoire, aléatoire, je vous suis votre adorant. C'est tout, l'aléatoire. Et voilà, l'aléatoire, et vous savez pas. Vous êtes quelque part, vous, soit vous commencez quelque chose qui va finalement se révéler, qui va produire quelque chose, et vous ne savez pas au début. Vous ne savez pas. Comme c'est, je sais pas. Quand vous êtes, je suis en train de vendre et je rencontre les Rita Mitsoko, je sais plus si c'est son prénom, son nom de scène. En tout cas, elle est là, et puis parce que je vends quelque chose qui arrive d'une ville dans laquelle elle avait séjourné avec son compositeur, tout ça, le guitariste, et puis finalement elle demande, et moi, je sais pas, j'ai été surpris par son physique assez ravagé, vieille, c'est pas du tout ce que je voyais à la télé, et puis finalement, je sais pas, et puis j'étais fatigué des gens qui me demandaient, ça vient de ceci, qui m'achetaient rien. Et moi, je suis pas là pour exposer, je suis là pour vendre. Et donc, les gens donc, ça n'a pas pu aller plus loin avec Rita Mitsoko. Soit, ça n'aurait pas pu aller plus loin de toutes les façons. Et donc, là, c'est un aléatoire stérile presque stérile d'avance. Mais il y a des aléatoires un peu plus provisionnels, un peu plus, j'allais dire, productifs. Genre ce que je viens de voir tout à l'heure. Alors, j'ai interpellé une personne. Ça aurait pu être une autre, toujours dans le cadre d'une activité que j'ai exercée de façon mystérieuse. Voilà, j'ai exercé suivant un cheminement de moi seul connu, mais un cheminement extraordinairement idiot et voilà, je parle à quelqu'un qui vient de sortir d'une séance, on peut appeler ça un cours, avec quelqu'un de très particulier, qui met les gens dans des trucs. Et puis, un état psychologique. Et puis, je parle à cette personne, et puis, je lui parlais, et puis finalement, on s'est plus quitté. Je lui demande, et puis finalement, j'étais debout, elle était debout, elle sortait du cours, qui était juste à côté de l'endroit où je vendais. Et puis voilà, tout simplement, ça a été comme ça. Puis cette personne, voilà, est devenue, elle m'a fréquenté pendant des années, et c'est elle qui m'appelait mon prophète, etc. Mais cette personne avait une attache familiale à La Réunion. Donc, après, elle a continué sa vie, elle a rencontré quelqu'un. Et puis finalement, moi, j'ai interféré dans sa vie de sorte que je l'ai préparé pour la personne qu'elle allait rencontrer. Parce que je lui présentais des gens qui ont finalement, dans ce lien qui se crée, vous connaissez quelqu'un et finalement, comment on dit, dans cette histoire dans laquelle votre meilleur ami finalement vous enlève votre ami, mais parce que c'est une histoire qui se joue dans la proximité. C'est toujours, on est un peu prisonnier de sa proximité. Quand quelqu'un vous permet d'accéder à une autre collectivité, à une autre proximité, ben à ce moment-là, il vous change votre parcours de vie. Donc, je lui parle, à un certain temps, je lui présente quelqu'un, ce quelqu'un, elle fait un bout de chemin avec, et puis elle continue, et puis finalement, elle continue jusqu'au moment où elle arrive avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, sans moi, d'une façon indirecte, là, j'arrive pas à faire les choses de façon directe, mais peu importe. C'est juste pour dire que cette personne, sans cette personne, elle aurait jamais été à La Réunion. Donc finalement, elle est en train de se promener dans les paysages assez particuliers de cette île, et j'allais dire île continent, mais elle est là
c'est elle qui l'a amené à la Réunion, et puis ils se sont séparés. Malgré tout, il est revenu à la Réunion. Il est resté, et finalement, il a trouvé sa place dans cet endroit du monde. Il s'est émancipé de la personne qui l'avait amené. Donc, donc, un aléatoire qui, pas toujours de façon très directe, très, comment dire, très, mais il y a, si on cherche un peu, si on pousse un peu, on trouve que une chose est collée à une autre. Quelqu'un vous arrête dans la rue, vous demande l'heure, le temps, peut-être dans un espace comme ça, le temps que vous lui répondiez, peut-être que vous avez raté la personne avec laquelle vous auriez pu passer, je sais pas, quelques temps ensemble. Donc, vous arrivez un peu tard. Imaginons que vous alliez au cinéma et vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un avec lequel vous n'aurez pas d'interaction. Mais ça aurait pu être, on imagine toujours que soit on est en avance, trop en avance par rapport à une chose qui pourrait être décisive, soit en retard. On est très rarement à l'heure exacte. Donc ce qu'on fait, comment domestiquer l'aléatoire? Comment se rendre maître de l'aléatoire? Et alors, c'est vraiment le Dieu, l'unique Dieu, le Dieu contre lequel on peut rien faire. On peut pas l'amadouer, on peut pas. C'est un Dieu indifférent. Voilà. D'ailleurs, Dieu, même dans la conception classique, c'est un Dieu un peu indifférent. Il agit de façon aléatoire. Ici, il met les gens à l'épreuve, il les assoiffe, et à côté, il les noie. Donc c'est incompréhensible. Mais c'est incompréhensible pour nous. Mais peut-être dans l'esprit de Dieu, c'est très clair. Ça entre dans quelque chose, un plan qui se déroule sur des siècles, des milliers d'années. Là, Dieu essaie finalement de protéger l'humanité d'un danger représenté par un enfant qui pourrait naître dans cet espace géographique. N'importe quoi on peut imaginer, voilà. Et c'est déjà dans la Bible cette histoire, Moïse qui va être obligé de tuer un homme parce que de détruire je sais pas quoi, de construire un mur ou finalement de causer finalement de faire un trou dans une embarcation. Enfin voilà comment on rentre, même si c'est que dans le Coran et non pas dans la Bible, c'est un peu court dans le Coran. On rentre un peu dans le mystère de l'action divine et dans les plans de Dieu. On rentre Dieu évidemment parce qu'il voit la totalité. Donc et toujours un peu compliqué de parler de Dieu et c'est un peu normal. Comment parler de Dieu, c'est impossible. Mais alors là, donc pour cette histoire de l'idée que finalement l'aléatoire, il y a des endroits plus propices à l'aléatoire que d'autres. Il y a on pourrait parler de finalement, comment on pourrait dire, il y a des régions favorisées par la nature, terre fertile, pluviométrie suffisante, satisfaisante et tout. Mais par contre, pour ce qui est de l'aléatoire, il n'y a pas suffisamment d'aléatoire. Il n'y a pas d'interaction. C'est les interactions qui font naître les aléatoires. Évidemment, on ne va pas compter sur l'Internet pour faire naître les aléatoires. L'Internet, c'est l'aléatoire virtuel. C'est rendre un aléatoire encore plus aléatoire. Je parle avec quelqu'un qui se trouve dans un espace-temps qui n'est pas le mien. Comme je me rappelle dans cette histoire que j'ai visualisée,
il y a quelqu'un que je connaissais qui est mort actuellement, un camarade de classe, et ce camarade, il avait reçu, je sais pas, il avait fait une annonce pour faire connaissance dans un magazine pour les jeunes français. Donc il reçoit un courrier, une lettre du Vietnam, donc c'était en 79 ou en 78, une longue lettre écrite sur un papier très très fin, donc, et dans laquelle le correspondant lui demandait des stylos. Alors c'était peut-être avant les boat people ou pendant les boat people, il demandait des stylos. C'était même pour des gens habitant au Maroc et quelque part dont les parents pouvaient souffrir à l'occasion de la rentrée scolaire parce que évidemment il y a des dépenses, il faut acheter des tas de cahiers, il faut acheter les livres scolaires, il faut acheter tout ce qu'il y a, et puis à acheter, mais quand même des stylos. Ne pas pouvoir avoir des stylos pour écrire. Ben voilà une réalité. Pouvez-vous retrouver, donc déjà, il y avait des réalités autour de soi, des réalités. Et donc, je ne sais pas s'il lui a envoyé ces stylos, mais en tout cas, moi, ça crée tout de suite une impression de distance. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres? On ne va pas se mettre à lui envoyer des stylos. Donc c'est impossible. Donc j'ai même pas suivi la question d'après mes souvenirs, j'ai même pas suivi s'il lui a envoyé. Voilà, tout de suite j'ai marqué une distance. Après, donc quand on a quelqu'un en face de soi qui est parti comme cette personne qui se trouve à La Réunion, j'ai pas tellement de distance, mais je regarde ses vidéos, mais il y a des tas de gens. Ils sont partis, ils sont pas loin, mais ils sont dans une démarche qui est assez particulière, que je ne peux pas rejoindre. Et puis finalement, c'est la présence physique, comme on dit aujourd'hui, qui fait en présentiel, qui fait que déjà, présence physique, on a du mal à déclencher quelque chose. Là, ce qui manque, c'est ce potentiel à faire naître des aléatoires. Donc vous avez un aléatoire qui est très très prévisible, vous avez un aléatoire dégradé. Ben voilà, c'est ça. Oui, l'aléatoire c'est quoi? Ben vous allez mourir si vous êtes seul. Combien de jours vous allez rester à vous décomposer? Ah, seul, ça va être 4-5 jours avant que finalement les odeurs commencent à se diffuser et qu'on vienne casser votre porte. Voilà un aléatoire, alors comme ça, 5-6 jours, alors s'il fait froid, alors ça va prendre longtemps, si c'est l'été, alors ça va être plus rapide. Mais, et pour vous imaginer, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de votre cadavre, d'où vous reste, est-ce qu'on va les enterrer, les inhumer, ou les incinérer? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on va faire de vos affaires? A priori, c'est pas tellement un aléatoire, on sait que ça, la plupart vont aller à la déchetterie, mais qui vont passer dans l'incinérateur. Alors, vous allez passer dans l'incinérateur, corps et bien. C'est ça, c'est pas tellement un aléatoire, ça. Ça, c'est un prévisionnel très... Mais ailleurs, dans d'autres contextes culturels, vous n'avez pas ce souci. Vous êtes engagé dans des réalités très prégnantes. Vous avez la prégnance. Vous êtes enraciné. Et ce côté déraciné, ce côté extrait de la réalité, hors du sol, hors de la terre-mère, quelque part, vous n'êtes plus tellement rattaché à quelque chose de solide. Vous flottez. Et à un moment, vous allez flotter jusqu'au jour où vous allez finalement vous abattre quelque part et y rester. Vous êtes flottant, en flottance. Voilà, l'être, à quoi il est réduit. Les ultimes mots, je flotte. J'ai plus d'ancrage, je flotte.